Bienvenue dans le port de Ceticos. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un croiseur léger de tiers 6 et italien, le seul navire italien du jeu au moment où je fais la vidéo, donc le 24 septembre 2017. Le seul navire italien à ce moment-là, c'est le Duca d'Aoste, de son vrai nom, l'Emanuele Filiberto Duca d'Aoste. Ce croiseur appartient donc à une catégorie d'un tiers qui est assez facilement accessible quand on débute au jeu. Il ne faut pas très longtemps pour arriver jusqu'au tiers 6, donc c'est un navire que vous pouvez être amené à croiser ou que vous pourriez être amené à vouloir acheter parce que c'est un premium, donc c'est un navire que l'on achète avec du vrai argent. Donc, ça va me permettre justement une petite précision. Je fais cette vidéo non pas pour faire l'apologie d'un navire premium, donc inciter à l'acheter, vu que je n'ai aucun intérêt dans les... Monsieur et Madame Wargaming ne me donnent rien pour qu'on achète des premiums chez eux. Donc je ne suis pas là pour faire l'article, je suis là pour vous présenter un navire en étant aussi neutre et aussi précis que possible. Là, il se trouve que l'histoire du Duca d'Aoste m'a paru suffisamment intéressante pour que je puisse vous en montrer certains faits, certains détails. Et donc on va commencer, et encore une fois, commençons par l'histoire du Duca, qui est assez intéressante. Donc ce croiseur léger appartient à la classe des condottieri. Les condottieri, c'est une sorte de classe fourre-tout chez les Italiens, qui comportait en fait 4 groupes de navires, et chaque groupe pouvait à lui seul constituer une classe à part. Néanmoins, il se trouve que on les a classés dans cette classe des condottieri simplement parce que chacun d'eux porte le nom d'un grand militaire de l'histoire de la nation italienne, pas seulement du pays, mais de la nation italienne, à travers les âges. En 1928, le Duce Mussolini, qui est alors président du Conseil italien, prend conscience du danger que constituent les nouveaux joujoux de la flotte française. Des dangers pour les intérêts italiens en Méditerranée, bien sûr. En effet, la Royale, la marine française, se dote de super destroyers, classe Chacal, classe Bison, et il faut donc pour l'amirauté italienne se prémunir contre ce danger. On met donc en chantier des croiseurs légers qui peuvent déplacer 7000 tonneaux au maximum et peuvent aller à environ 37 nœuds. C'est le projet, le cahier des charges. 4 premiers croiseurs vont sortir de chantier en 1932, dont le Coleoni et le Giovanni delle Bande Nere, le Jean des bandes noires. Encore une fois, Coleoni et le Jean des bandes noires, ce sont des noms de chefs de guerre ou de chefs de troupes de l'époque du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Malgré les impressionnantes vitesses que vont atteindre ces navires, aux essais, c'est des vitesses aux essais, donc avec un navire qui n'est pas achevé, qui est considérablement allégé, les performances, une fois en service, vont s'avérer très quelconques. On procède alors à un nouveau travail sur plan, et c'est ainsi qu'un second groupe de navires va voir le jour entre 1932 et 1933. Vous voyez donc, on sort des premiers navires en 1932, et dès 1933, on sort un nouveau jet de navires. Les dimensions, surtout en largeur, sont revues à la hausse pour une meilleure stabilité et on opte pour un meilleur berlindage. L'armement anti-aérien est également revu et amélioré et 2 navires vont sortir de ce chantier, le Luigi Cardona et l'Armando Diaz. Et à nouveau, les effets qu'on va trouver quand on va faire les essais vont s'avérer très en dessous des espoirs de l'amirauté. Le déclenchement de la seconde guerre sino-japonaise pousse l'armée italienne à renforcer son dispositif en mer. Désormais très proche des Japonais et des Allemands, l'Italie a besoin de se doter d'une force navale conséquente. On va donc commander 2 nouveaux croiseurs, en songeant à améliorer les condottieri à nouveau bien sûr. C'est donc ainsi qu'apparaissent le Raimondo Montecuccioli et le Muzio Attendolo. On procède dans la foulée à une nouvelle amélioration, cette fois ça concerne le compartiment moteur. Donc on a 2 nouveaux croiseurs qui s'avèrent à nouveau
perfectibles, sont bons, mais ils ne sont pas fantastiques. Donc, on se dit que l'on va reprendre le Montecuccioli, on va le doter de moteurs plus performants encore, avec de nouvelles chaudières, et on va améliorer la fiabilité des canons de 152, et c'est ainsi que naissent le Duca d'Aoste et son sister ship, l'Eugenio di Savoia. Ouf, fini? Eh bien, pas tout à fait. Il se trouve que le Duca d'Aoste, bien supérieur à ses aînés, avait un léger défaut. Il transportait beaucoup moins d'armes que ceux-ci. On décide donc de procéder à une ultime amélioration des condottieri et apparaissent deux nouveaux croiseurs, le Duca degli Abruzzi et le Garibaldi. Cet acharnement pourrait prêter à sourire, mais n'en faites rien. Les condottieri étaient d'honnêtes navires qui finirent par devenir excellents. Ceci dit, au fil des améliorations. En plus, ils étaient extrêmement bien adaptés à la guerre en mer, mais en guerre en mer, en Méditerranée, bien sûr. La meilleure preuve qu'il ne faut pas se moquer, c'est leur longévité. Je vous en laisse juge. Mais d'accord, les 4 premiers qui sortirent, le premier G, qui était le plus médiocre, disparurent tous en guerre entre 1940 et 1941. Mais le Luigi Cardona, qui est issu du second groupe, sera ferraillé qu'en 1951. Le Montecuccioli sera démoli qu'en 1972. Le Duca d'Aoste, du groupe 4, sera démantelé en 1961. Tant qu'au Garibaldi, qui était le plus gros, et celui qui appartenait au dernier groupe, il sera ferraillé en 1972. Voilà pour l'histoire de la classe Condottieri. Vous voyez que c'était d'excellents navires qui étaient très estimés. En ce qui concerne le Duca d'Aoste pur, il va participer à plusieurs batailles. On va d'ailleurs en faire une, tiens, c'est une idée, hop, on part en Duca. Donc le Duca d'Aoste va participer à plusieurs batailles. On va créer une bataille tout simplement. On va aller, voilà, l'archipel, c'est très bien. Hop. Et puis on va prendre boum. Non, pas boum. Allez hop. Un anglais. Voilà, c'est parti. Donc, on revient. Il va participer donc à plusieurs batailles en Méditerranée. Parmi ces batailles, il va entre autres couler le sous-marin américain, le HMS Husky, et effectuera plusieurs opérations de mouillage. Il participera à plusieurs opérations de mouillage de mines dans les ports de Tripoli, entre autres, et des interceptions de convois anglais en partance pour l'Égypte et la Libye. Ah, on le voit en action, il est... Ah, il n'est pas en Libye, là. C'est pas possible, c'est pas la Libye, ça. Non, c'est plus tard, alors. Peut-être plus tard, on y reviendra. À partir de 1943, le Duca va rester au port. La raison est toute simple, il y a pénurie de carburant en Italie, et toute l'Italie est touchée, le Duca ne va pas pouvoir sortir en mer, faire de combat. À la fin de cette année 1943, l'Italie, qui a renversé Mussolini, signe l'armistice avec les Alliés. Le Duca d'Aoste change de camp et participe avec la flotte française et américaine à des opérations contre les forces de Lotus. Il est alors considéré comme un navire chanceux car il n'a jamais été touché au cours des batailles auxquelles il a participé et il n'a jamais été endommagé par aucune attaque aérienne ou sous-marine. En guise de dommage de guerre, le croiseur est transféré à la marine soviétique le 2 mars 1949. Là, on va le rebaptiser le Z-15, puis le Stalingrad, et enfin le Kerch. Et il servira au sein de la flotte de la mer Noire, donc pas très loin, hein, il est de l'autre côté de la Turquie, en Italie. Donc il est dans la mer Noire, et il va servir en gros jusqu'au le 20 février 1959, date à laquelle il est rayé des listes, et il sera définitivement ferraillé en 1961. Et la meilleure preuve que là, nous avons un navire, nous avons la version russe du Duca d'Aoste. En fait, c'est le Kerch. Pourquoi je dis ça? Je ne sais pas si on va le voir, si je peux le voir.
On va pas le voir, on va pas le voir ici. Il faudra que je vous ramène au port pour vous montrer. On va pas le voir. Non, on le verra au port. Je vous le montrerai au port. Donc, retour au port et on va peut-être voir ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, ici, à l'avant, on voit une étoile, juste à la pointe de l'étrave. Ça, c'est la marque de son passage dans la flotte russe, la flotte bolchevique, communiste, russe, soviétique. Voilà. Et bon, c'est vrai que les soviétiques mettaient des étoiles partout dès qu'ils avaient une étoile. Donc voilà, nous avons parlé, nous avons fait le point avec le Duc d'Aoste sur son histoire. Nous allons maintenant enchaîner assez rapidement sur un comparatif avec les autres navires. Ça ira assez vite, je ne vais pas vous abreuver trop de chiffres, mais il faut quand même expliquer et essayer de comparer, voir si ce navire en tant que navire premium. Donc notre petit comparatif. Donc au moment où je tourne cette vidéo, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes le 24 septembre 2017. Il existe 9 croiseurs tier 6 dans le jeu. Il y en aura probablement plus dans les mois à venir, mais pour l'instant on est à 9. Donc le comparatif se porte sur 9 navires. On va essayer de se focaliser sur les points forts des croiseurs, et on ne va pas tout égrener, bien sûr, ce serait fastidieux et totalement inutile. En termes de points de structure, avec ses 29 700, le Douka est dans la moyenne, ni plus ni moins, 5e sur 9. Assez loin du GHP, mais il est vrai que le GHP qui est là, voilà, le GHP peut être considéré beaucoup plus comme un cuirassé de poche qu'un véritable croiseur. Dans le jeu, il est cassé comme croiseur, mais en fait c'est un cuirassé. Un peu de mini cuirassé. Mais bon, étant donné qu'il est dans les 9, je l'ai fait rentrer. Donc il est assez loin du GHP, mais il est aussi assez loin du Cleveland. Et il peut être vaguement comparé au Budioni en termes du croiseur russe de même tiers de l'arbre technologique. En termes de dégâts par salve, avec 19 200, le Douka est vraiment très très rare. En fait, c'est le pire, enfin presque le pire, puisque seul le Leander, le croiseur anglais Leander, fait moins bien, avec 18 600. Le Douka lui fait 19 200. C'est vraiment très très bas. Et il ne se rattrape pas forcément en dégâts à la minute, puisque s'il se rapproche de l'Aoba, il tourne à 134 400 de dégâts par minute, le japonais tourne lui à 141 000. Ça reste vraiment très très faible. Là encore, le Leander est le pire, mais le Leander, il a pour lui d'avoir un nuage de fumée et une équipe de réparation qui permet de rétablir les points de vie. Ce que n'a pas le Douka. Ce qui est perdu. En termes de points de vie, bien sûr. Donc, très moyen en termes de blindage, largué en termes de dégâts. Est-ce qu'on pourrait croire qu'il se rattrape avec ses torpilles qui ont un rayon d'action de 12 km? Ça en fait quand même des torpilles les plus longues range du jeu. Mais le problème, c'est que celles-ci sont très lentes. 51 nœuds, je crois, pas long. Je pense que c'est les plus lentes du jeu. On est loin des 65 nœuds du HP, des 61 nœuds du Leander ou des 59 nœuds de l'Aoba. Alors, qu'est-ce qui reste au malheureux Douka d'Aoste? Eh bien, d'abord la vitesse. C'est incontestablement le plus rapide du jeu. 36 nœuds et demi, presque 37. C'est vraiment le plus rapide. Il n'y a guère que le Molotov qui l'approche en tournant autour de 35 nœuds à peu près. Sinon, il est un nœud et demi plus rapide que l'Aoba ou le Budioni, qui sont les plus rapides, eux, des branches technologiques accessibles à tous. Ça ne suffit pas à faire de l'Aoba un premium au-dessus du lot, ça ne suffit pas au Douka d'Aoste. La vitesse, uniquement la vitesse, ça ne suffit pas pour en faire un premium au-dessus du lot. Pourtant, son temps de basculement du gouvernail vous permettra d'éviter les torpilles ennemies pour peu que vous soyez attentif. Et c'est un temps de basculement assez sympa, je crois que ça tourne à 4,5 secondes. On va vérifier. Non, c'est 5,3. C'est presque le plus rapide. Dernier petit avantage,
et qui n'est pas des moindres, c'est que le Duca est le plus furtif du jeu après le Leander. Le Leander, c'est le plus furtif avec 10,3 km. Le Duca, c'est 11,7. Les autres sont à plus de 12, 13 et 14 km. Donc, grande vitesse, bonne furtivité. Pour autant, est-ce que ça suffit pour en faire un premium à posséder à tout prix? Non, bien sûr que non. Pour cela, il aurait fallu que ces dégâts soient un petit peu meilleurs. Ça reste un navire élégant, sympathique à posséder, quoique un peu inutile pour l'instant, parce que c'est le seul de l'arbre technologique italien. Hein, on regarde l'arbre technologique italien, et effectivement, il n'est même pas dans l'arbre technologique, parce que l'Italie, la case Italie n'existe pas. Donc, c'est vous dire que, bon, voilà, il y a la Pologne, c'est bizarre, mais ils ont mis la Pologne, avec Ibiza, qui est tout seul, mais ils n'ont pas mis l'Italie, bizarrement. Mais bon, il est un peu seul. On annonce que tôt ou tard, on sait que tôt ou tard, il y aura des Italiens, puisqu'il y a un nouveau premium, encore une fois, fin septembre 2017, on croise un cuirassé italien en ce moment pas mal dans les eaux qui est entre les mains des super testeurs, c'est le Giulio Cesare. C'est tout. Ça fait peu. Mais c'est annonciateur, malgré tout, tôt ou tard, d'une ligne technologique, je dirais peut-être plusieurs branches à l'arbre, technologique italien. Branche à venir, probablement fin 2018, début 2019, pas avant malgré tout. Mais bon, on peut avoir bon espoir. Ceci dit, le Duca, si vous êtes collectionneur, bien sûr qu'il faut l'avoir, parce que c'est un beau navire, et c'est un navire assez plaisant à jouer, mais il faut vraiment maîtriser le gameplay des croiseurs. Voilà, ce sera ma conclusion. Et maintenant, je vais vous laisser avec un gameplay. Je vous le dis tout de suite, je ne veux pas vous spoiler. C'est pas folichon en termes de. Je ne veux pas donner de leçons de croiseur en tout cas, mais j'ai bien aimé la première partie. Ça se finit. Bon, voilà, je ne vous spoil pas pour la fin, mais j'ai bien aimé toute la première partie, comment ça s'est passé. Je vous dis au revoir et je vous laisse. Je vous retrouve pour le débriefing à la fin de la bataille. Donc une bataille avec Graf Zeppelin Test 2 contre un Lexington qui est chez nous, Bismarck, triple Nagato, Bayern, Mogami, Atlanta, un autre Duca, Mas, Akatsuki. Bon, ben, on est très très loutière, puisqu'on est 3 tiers, 6 de part et d'autre. On n'a qu'un seul DD. Je dirais que l'avantage est chez l'adversaire. Ils ont un Atlanta, même si on a un Myoko et un Schkorz, l'avantage est plutôt à l'adversaire, je dirais. On va rester prudent. Tutti ai posti di combattimento. Tutti ai posti di combattimento. Et on va soutenir nos cuirassés. Je vais attendre qu'ils démarrent. Je ne vais pas chercher à les prendre en position préférentielle, ça ne sert pas à grand chose. Je pense que tel que ça tourne comme d'habitude. Oui. Avant la mode, quand on spawnait entre guillemets sur ce truc-là, c'était de rusher le point A en priorité. La mode semble être passée, on néglige le point C. Je trouve que c'est pas cool comme idée. Là, on a quand même 3 navires qui sont arrivés. Le North Carolina, le Cleveland abandonne le point C. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. Le B, bien sûr que c'est un pivot, mais quand on a C et A, on encercle copieusement le point B et on empêche l'adversaire, quel que soit le niveau où on se trouve, on empêche l'adversaire de pouvoir caper, puisqu'on peut lui tirer dessus dans toutes les directions, de toutes les directions. Là, bon, je suis pas convaincu que, bon, a priori, on a effectivement décidé d'aller sur A. Sur B, c'est le joyeux, sur C, par contre, c'est le joyeux foutoir. On ne sait pas ce qu'ils veulent faire, ils vont, ils y vont pas, ils restent à l'arrière. Par contre,
Bah oui, ils sont tous là-bas, agglutinés, je comprends pas bien. Ah, effectivement, on est en train d'être pris, on est en train de perdre tous les points, hein. Mine de rien. On va essayer de... On est en train de perdre tous les points, c'est terriblement stressant. La Katsuki, si spot personne, c'est que celui qui est caché... Ouais. Il y a du Bismarck, et ouais, c'est pas évident du tout. C'est vraiment pas évident du tout. Ça va pas être une partie qui restera dans les annales, je pense. Même si... Voilà, il y a lui, là. Ce Nagato. Elle semble vouloir aller tout droit. On va essayer de... Tant qu'on n'est pas... spoté. Voilà, l'autre a mis ce... Ça sert à rien de tirer pour se faire asmenter là que je me rentre mon flanc. Bah oui. C'est un peu n'importe quoi. Hein. Votre truc, les gars. Je suis trop loin et je ne suis même pas sûr que je vais toucher. Si, 1300. Bah voilà. Au moins j'aurais fait des dégâts. Ici, je fais la Katsuki. Non, purée. Ah, les torpilles de la Katsuki sont en train de faire tourner mon Nagato, ma cible. J'ai chargé mon deuxième tube, il charge assez vite, c'est le gros avantage. Un incendie sur le Nagato. L'intérêt de... Ça me plaît bien ça. Par contre là, je risque de faire... Il y a tout, tant qu'il me montre au soufflant, moi, tant que je gagne, je joue, hein. Bon, les torpilles ne toucheront pas le Nagato. Ça, c'est à peu près certain. Ah si. Oh 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 oh. C'est le Nagato que j'ai touché. Le doigt d'eau qui a été éteint tout de suite. Ouais, c'est bien possible. Je vais essayer de jouer ici, je vais essayer d'aller chercher... Oh, il y a... Boum, une autre. Il y a encore une voie d'eau. J'ai bien envie d'aller sur B. Je vais peut-être un peu seul. Là, on est en train de perdre comme ça copieusement. Hein. Ouais. Bon, c'est pas malin d'aller sur B, mais je sais pas d'où elles viennent ces torpilles. La galissonnière. Puis quoi, Pépère? Ça marche à rien, là, je rêve pas.
Siluri a babordo. Waouh, un gros lag d'un coup. Nemica è in vantaggio. Je vais pas tirer dessus. Ouais, il va redémarrer. Corazzata nemica individuata. Ouais, j'ai des gros freeze quand même. Donc je pense que ça vient du serveur, parce que... Voyons si on cap B, ouais, il n'y a personne sur B. Ils ont tous quitté B. Et on a un sacré retard, ouais bon, je garderai peut-être cette map pour le move du début, cette partie pour le move du début, mais je ne pense pas que ce sera pour la victoire. Hein. Je ne pense pas que je vais gagner quoi que ce soit avec cette affaire. Je ne vais pas m'embarquer là-bas parce que je risque de tomber, il doit y avoir du monde là. Parce que là il y a combien? 4, 5, 6 navires en bas, probablement 6, ouais. Là-bas il va y avoir le galissonnière qui va réapparaître. Moi je suis quand même fait 70 000 de dégâts déjà. Bon, il y a mes torpilles. Et j'ai un capturé, ce qui ne peut être que bénéfique. Maintenant, on a capturé B et C, un joli mouvement tournant, on les a occupés en bas. Là, ils sont repoussés, je ne sais pas combien il y en a, mais moi je vais rejoindre la flotte du Nord, là-haut. Sachant que je risque de... Et voilà. Toi, mon petit, même si tu t'amuses à venir ici. Oh non, 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 il va reculer. Il n'est pas possible qu'il se continue. La bête. On va le laisser, hein, on va lui laisser croire qu'il peut y aller. Voilà, vas-y, vas-y. Voilà, il a redémarré. Voilà, tu me laisses mon point que j'ai gagné tout seul comme un grand. Hein? Oh, il m'a fait mal quand même. Hein? Il m'a fait mal. On a 2 frags de retard. J'ai bien fait de tourner là. Le Bismarck, j'ai l'impression qu'il a quand même bien failli me toucher. Pas cool. Si, il y en a un qui est revenu là. Je sais pas qui c'est qui est revenu, c'est pas un galissonnière quand même. Il y en a un autre qui est revenu, je l'ai pas vu. Ah, il y a un DD, ouais, il y a le Mars qui est revenu. Ouais, le Mars. C'est le Mars. I nemici stanno per vincere.
tard. On va aller chercher de l'autre côté, effectivement. Parce qu'il me fatigue, les distributeurs. Ouais. Siluri a babordo. Siluri a prua. Siluri a babordo. Pourquoi je peux pas? C'est quoi ce bean, ça? Siluri a dritta. Avvistato incrociatore nemico. Siluri a dritta. Allarme incendio. Siluri a dritta. Je suis mort. Je me suis bitché comme un abruti. Ouais, je vais me prendre une torpe, je suis mort. Super. Non, c'est dommage. Ça aurait pu être sympathique, mais bon, c'est vrai que j'étais... j'ai pas compris le mouvement de l'équipe qui a beaucoup hésité au début. Qui a beaucoup hésité à savoir s'ils allaient caper C ou non pour arriver à prendre C au final. Mais avec un tel retard, alors qu'en bas, en bas, on se battait pour... Vous voyez, bon, voilà. Bon, nous avons l'exemple parfait. Un lotière, enfin deux lotières, tier 6, qui sont deux premiers, les seuls à plus de 1000 XP de base. Là où il y a des tiers 7, des tiers 8, bon, ben, moins qu'on puisse dire, c'est que il y a un problème. Même si, sur le calcul de l'XP de base, encore une fois, à dégâts égal entre un tiers 8 et un tiers 6, si on fait le même type de dégâts, même nombre de dégâts, en tant que tiers 6, je vais prendre plus d'XP parce que j'ai fait des dégâts sur des navires plus forts que moi, qui avaient des tiers plus élevés que moi. Voilà. Donc on va revenir au port, et ben, on va se quitter là. On va garder cette partie, parce que malgré tout, on a vu Luca en action. Maintenant, le débriefing, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Bien, encore une fois, c'est un navire premium, donc il n'est pas de mon propos de nous expliquer, de vous dire qu'il faut l'acheter, parce que, encore une fois, j'ai aucun intérêt, Wargaming ne me donne rien si on vend des Luca Host. Hein. Moi, si je vous dis qu'il faut l'acheter, c'est parce que je trouve bien. Si je vous dis le contraire, c'est parce que je le trouverais mauvais. Il n'est pas mauvais, il est très difficile à jouer, parce qu'il est très fragile. Encore une fois, je vous montre l'agencement du blindage. Voyez, hein, c'est le plus gros blindage ici. La citadelle, bon, bah, ça fait... Bon, voilà. Ensuite, les points faibles du Luca sont essentiellement l'arrière. Il arrive souvent d'avoir une immobilisation au niveau de ses moteurs ou de son gouvernail. C'est moins fréquent qu'avec les Français ou les Japonais. Le Myoko aussi est très très fréquent de se faire asmater le gouvernail ou le moteur. Le Luca, ça va encore. Le truc sur le Luca, si vous voulez, c'est qu'il a une bonne vitesse, encore une fois. Je pense que ce côté-là, 36 nœuds et demi, ça lui permet quand même de se relocaliser assez rapidement dans une game, dans une partie. Vous avez vu que j'ai pratiquement traversé la map pendant toute la game, en allant d'abord au point A, puis en remontant vers le point C. J'ai traversé quoi, pas les deux tiers, ouais, pas loin des deux tiers de la map, durant une bataille. Voilà, je veux dire, c'est possible. Ensuite, il a une cadence de tir qui est potable. Pas exceptionnelle, mais potable. Et ça en fait effectivement un excellent
un excellent navire. 7 secondes, c'est un peu moins bien, mais on a déjà vu ça, alors je ne vais pas le répéter. Disons que moi j'aime bien jouer avec. Il est assez bon moneymaker, à condition naturellement de faire ce qu'il faut. Là, vous voyez, en termes de crédit, j'ai gagné quand même, malgré une défaite, j'ai gagné 357 000 crédits. Ben, voilà, moi ça me va. Ça me va. Surtout quand je suis dans une phase où j'achète des navires, j'ai besoin de crédit. Donc là, je suis en train de me refaire parce que j'ai acheté un Kongu et un Myoko. Donc là, il faut que je me refasse. Donc des navires comme celui-là sont intéressants. Mais encore une fois, il faut savoir jouer, il faut savoir durer avec des croiseurs, et c'est pas le plus facile. Bon, sur ce, je vous dis au revoir. Je vous souhaite une bonne journée, et puis à un prochain épisode sur World of Warcraft. A bientôt, si vous le voulez bien.